Je passe la parole à Pierre-Antoine Lamy. Merci beaucoup. Je ne peux pas commencer cette communication sans remercier bien évidemment le service archéologique municipal et la municipalité pour l'organisation de cette journée et pour avoir accepté ma communication, ma présentation plutôt de ce projet de publication des sculptures d'Autun et de la proche périphérie d'Autun, au sein du recueil, enfin de la collection du Nouvel Espérandieu. Vous excuserez la redondance de l'idée de nouveauté dans ce titre, mais ça permet d'appuyer vraiment sur le fait que c'est tout neuf. Ça va sortir, ce sera très frais. Donc dans une collection dirigée par Henri Lavagne de l'Académie des inscriptions et belles-lettres. Mais je ne peux pas non plus passer sous silence une actualité très importante et qui renvoie au petit brassard que je porte, qui est que je suis associé à un laboratoire Arteis, l'UMR 6298, qui, depuis la fin janvier, non pas 2020, mais 2019, a en effet produit une motion à l'encontre du projet de loi de programmation pluriannuelle de la recherche, et en cela rejoignant près de 160 laboratoires qui sont mobilisés partout en France, et les universités, et plus d'une centaine de revues spécialisées, qui, tous, laboratoires, universités, revues, disent leur profonde inquiétude face à un projet de réforme qui va menacer l'ensemble des sciences humaines en ayant recours à la précarisation massive, à l'homogénéisation avec un modèle anglo-saxon d'une recherche à contrat qui va mettre en péril une exception française qu'on se doit de conserver parce qu'elle est bonne et elle est productive, même si évidemment, comme dans toute chose, il y aurait des réformes à faire. Et nous savons très bien, professionnels de la culture et du patrimoine, que dans ces situations-là, eh bien, c'est ce domaine qui, considéré souvent comme parfaitement secondaire, voire superflu, eh bien, ce sont ces domaines qui pâtissent de ce type de réforme. Donc je vous invite bien sûr à vous renseigner sur ce projet. Je commence maintenant ma communication. Ce projet de publication s'appuie sur mon travail de doctorat que j'ai mené de 2010 à 2015 à l'Université de Bourgogne sous la direction de Daniele Vitali. C'était un travail sur un inventaire général et exhaustif, si possible, de la sculpture des Éduins, hors sculpture architecturale, et sur une étude également la plus complète possible de la chaîne opératoire de la pierre dans la Civitas éduenne, de l'extraction du matériau en carrière à l'abandon de l'objet fini, en passant par ces étapes de réalisation et d'utilisation. Vous avez sous les yeux une première carte de répartition de l'ensemble de ces découvertes d'objets sculptés. On en compte plus de 2000. L'inventaire ainsi réalisé a permis de doubler celui d'Émile Espérandieu, qui avait été amorcé dès 1910 dans son recueil général des bas-reliefs, statues et bustes de la Gaule romaine, dans un premier volume sur les Éduins, le volume 3 plus précisément, ainsi que dans des ajouts ultérieurs qu'on doit à Raymond Lantier. On arrivait dans ce premier Espérandieu, dans cet Espérandieu, à près d'un millier d'objets, donc je le disais, contre 2000 désormais recensés. Et au sein de cette production éduenne prolifique, j'insiste sur cela parce qu'en fait c'est une des cités, sinon la cité de Gaule septentrionale qui, par opposition à la Narbonnaise, qui a le plus produit de sculptures, j'ai pu distinguer des catégories principales, comme vous le voyez ici, funéraires, votives, représentations de divinités, portraits, etc., tout en précisant les datations, en proposant par conséquent une chronologie de l'évolution de la production statuaire, mais aussi en identifiant des ateliers et des sculpteurs spécifiques, et j'y reviendrai au cours de la présentation avec des exemples concrets. Le projet du Nouvel Espérandieu, maintenant donc de cette future publication, s'appuie sur un inventaire. Vous avez au tableau juste un exemple donc de ces nombreuses pages du catalogue de ma thèse, qui était déjà en 3 tomes, c'est absolument pas manipulable. Donc, dans cette future publication dirigée par Henri Lavagne de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, ça c'est donc inventaire de thèse, ça va être remanié selon les normes éditoriales de la collection.
Afin de fournir, contrairement à ma thèse, des volumes qui sont donc manipulables et, si possible, pas trop coûteux, il a été décidé de scinder l'inventaire Edouin en 3 tomes. Le premier, qui sera sous presse à la fin de l'année actuelle, portera uniquement sur Autun, Augusto Dunum, et sa proche périphérie, c'est-à-dire environ une 30aine de kilomètres. Une couverture photographique, financée par l'Académie, a été confiée à Valentine Roger, photographe professionnelle, et j'ajoute que ce tome autunois bénéficiera en outre, dans son propos liminaire, des contributions plus spécialisées de Yannick Labaune, d'Agathe Legros, et également d'une jeune docteure de l'Université Paris 4, Aurora Tayuti, donc avec présentation des contextes de l'histoire des collections et donc pour la collègue parisienne, des questions de mode féminine à partir donc des très nombreuses représentations sur les stèles funéraires. Et je saisis d'ailleurs l'opportunité pour remercier ces collaborateurs de leur aimable participation. Au-delà de la version papier, les fiches du volume sur Autun seront disponibles en ligne sur les bases de données Nouvelle Espérance Dieu et Sculpture Raw, toute jeune base de données en ligne, dirigée par Stéphanie Satre et hébergée par le Centre Camille Julien. Quelques généralités à présent sur la production autunoise. On recense près de 500 stèles, statuettes et statues découvertes à Autun et dans ses environs, ce qui est considérable car, donc si vous vous rappelez ce que je vous ai dit, ça représente près d'un quart de l'ensemble de la production éduenne. En voici les catégories principales. On trouve en proportion plus forte qu'ailleurs les stèles funéraires, en partie parce que, dans l'état actuel des connaissances, il n'existe pas de sculpture en pierre votive à Autun. Une autre catégorie est très faiblement représentée, c'est les portraits, ici qui sont dans la catégorie autre, en vert. On en recense simplement 5 assurés à Autun, contrairement en fait à ce que pourrait laisser penser la couverture du catalogue de 87, je crois, Autun Augusto Dunum, parce qu'en fait on a des têtes, mais il y a des portraits et il y a des représentations de divinités, c'est pas la même catégorie. Donc 5 pour, au total, une vingtaine d'exemplaires de portraits chez les Éduins, éléments du bien. À chaque fois que je parle des Éduins, j'ajoute l'extension. Je suis dans l'extension maximale du territoire éduin, c'est-à-dire en prenant Auxerre et surtout la cité des Monts du Bien qui a été, a priori, rajoutée au territoire éduin à l'époque flavienne, amputée au territoire lingon. On aurait pu s'attendre, c'est surprenant parce qu'on est quand même dans la capitale des frères et de même sang des Romains, et on aurait pu s'attendre justement à ce que les Éduins d'Autun favorisent particulièrement ce mode de démonstration, d'attachement au pouvoir romain pour les portraits de la famille impériale, dans un premier temps, mais aussi du point de vue de la valorisation des élites autunoises grâce aux statuts honorifiques, et je pense en particulier aux togati, qui sont les grands absents de la statuaire autunoise. Alors 2 raisons peuvent être invoquées. La première est culturelle, et elle avait été proposée par Emmanuel Rousseau dans son travail de thèse. C'est peut-être que chez les Éduins, l'attachement à la maison impériale se manifestait autrement, peut-être par les dédicaces. Et une autre possibilité qui pourrait compléter la première, c'est que nous avons affaire à un effet de vestige. Nous sommes en contexte urbain, et la grande statuaire antique est un sujet de choix dès la fin de l'Antiquité pour les fours à chaux. Cette théorie est appuyée par le fait que la majorité des découvertes de portraits chez les Éduins a été faite en contexte rural, comme à Saint-Quaise, par exemple, avec ces 2 très beaux bustes conçus en pendant l'un de l'autre, un Zeitgesicht adrianique et un superbe portrait d'Adrien en bas. Ou à Cercy, encore, en Saône-et-Loire, ou par exemple encore même à Alésia, où on a près d'une dizaine de portraits. En l'absence de réoccupation de ces sites, les statues ont été préservées, d'où l'idée d'effet de vestige. C'est par conséquent la stèle funéraire que l'on rencontre le plus, avec près de 230 stèles connues, grâce à la fois aux découvertes anciennes, mais aussi plus récemment grâce à la fouille INRAP de la nécropole de Pont-l'Évêque à l'été 2004. Cette catégorie seule représente exactement le tiers des découvertes de stèles funéraires sur l'ensemble du territoire éduin. Le portrait robot de la stèle autunoise est celui d'une dalle assez fine, d'environ 1 mètre de hauteur, qui figure le plus souvent le défunt en buste court ou long, plus rarement des couples
ou des figurations en pied. Et dans ce portrait robot, on touche déjà à une particularité autunoise par rapport, entre autres, mais ça c'est un très bel ensemble aussi, bien connu, qui est celui de la zone de la Côte des Vins actuelle, où la figuration debout est beaucoup plus fréquente. Particularité aussi autunoise, quand on compare avec d'autres territoires de cité, je pense notamment au Sénon, à gauche, ou au plus lointain Trévire, où le monument funéraire assisé est beaucoup plus répandu que la simple stèle funéraire. Autre particularité, la place unique d'Autun dans l'approvisionnement en matières premières. C'est la seule ville éduenne où les 4 roches habituelles dans ce territoire, granit, grès, calcaire et marbre, sont présentes et en quantité importante. Le marbre est employé ponctuellement sur presque l'ensemble du territoire éduin, mais surtout concentré à Autun avec 51 objets. C'est ici, sans doute, le statut de capitale de l'antique Augustodunum qui ressort. Le marbre est une roche éminemment prestigieuse, mais elle a aussi une forte valeur idéologique. C'est vrai pour les parures monumentales, c'est vrai pour les statues. Concernant les autres matériaux, on voit qu'à Autun, comme ailleurs, on a surtout exploité des gisements locaux pour l'essentiel de la production. Ainsi, l'arcose et le grès en général ont majoritairement été utilisés à Autun et près de la moitié de l'ensemble du corpus, donc de ces 500 objets, près de 250, ont été réalisés en grès, en particulier pour les stèles funéraires. Une toute petite, une fraction presque infime de ces stèles, une dizaine seulement, a été taillée dans le granit. En effet, bien que disponible également à proximité immédiate de la ville et donc sans doute des ateliers, le granit local reste une roche très pénible à tailler et qui ne permet qu'un très faible niveau de relief et de détail, comme vous pouvez le constater avec ces 3 exemples de stèles qui sont particulièrement frustes. À Autun, plutôt qu'ailleurs, chez les Éduins, il a été nécessaire de faire venir des roches plus tendres, ce qui a conduit à des importations de marbre italien et grec, mais aussi à des apports de matériaux à l'échelle de la cité. De calcaire blanc, d'abord, comme celui de Fontaine, ou le calcaire rougeâtre de Pouinay. Je ne sais pas si c'est lisible, les petites flèches, elles sont un peu fines. De marbre, également, depuis les carrières des environs de Bibracte, marbre qui ont d'ailleurs servi pour une partie de la statuaire exceptionnelle du sanctuaire du Montmartre, près d'Avallon. Ces roches plus fines et plus faciles à travailler ont prioritairement été utilisées pour les représentations de divinités. Voilà, selon toute vraisemblance, un aspect majeur de l'économie de la pierre chez les Éduins, malgré sa relative difficulté de taille et son rendu certes moins esthétique. Le grès est mis en œuvre en raison de sa facilité d'approvisionnement. De plus, on doit remarquer qu'il est employé pour des stèles représentant essentiellement des sortes de classes moyennes, en faisant exception de cette stèle. En fait, c'est un remploi d'un tambour de colonne qui représente 3 déesses type déesse mère. Donc classe moyenne ou relativement basse, ouvriers, petits artisans, affranchis, et pour la plupart d'entre eux, si on en croit les recueils épigraphiques, essentiellement beaucoup de pérégrins. Le dernier point que j'aborderai, vous voyez, dans cette présentation très, très synthétique, très rapide, je ne voulais pas vous faire un historique de l'ensemble de ma thèse ni du fond de l'affaire, mais simplement vous donner quelques pistes d'interprétation qui seront développées dans ce futur volume. La question des ateliers. Il est possible de reconnaître à Autun, entre la fin du 1er siècle après Jésus-Christ et la fin du 3e siècle de notre ère, c'est-à-dire entre la période flavienne et tétrarchique, près d'une dizaine d'ateliers ou de sculpteurs isolés. Alors, petite définition préliminaire. Un atelier, tel que je l'ai défini dans ma thèse, c'est une réunion des critères suivants. Donc une convergence, si possible, de tous ces critères qui permettent d'identifier soit un groupe de sculpteurs, soit un sculpteur seul. Donc le rapport de proportion, c'est-à-dire le canon dans la représentation de la figure humaine. Combien de fois on retrouve le module de la tête, qui est souvent le module de base dans le reste du corps. Des questions stylistiques, qui sont des choses un petit peu toujours, pas toujours très faciles à aborder, parce que c'est beaucoup plus subjectif. Des questions de cohérence chronologique, ça pourrait tomber sous le sens, mais ça n'est pas toujours le cas. Le matériau,
Un outillage caractéristique, ça peut aider aussi, ou des habitudes techniques, et la forme globale du monument, la mise en page de l'objet. Bon. La différence entre un groupe de sculpteurs et un sculpteur seul va se faire dans des particularités techniques et stylistiques qui vont, dans ce cas, démarquer une main, entre guillemets, du reste de l'atelier. Je vous présente un exemple concret avec l'atelier que j'ai appelé, de manière barbare, Autun 6, et qui est caractérisé par des stèles de forme proche du trapèze, toutes figurent en buste long, un homme barbu, aux cheveux traités en calotte épaisse, ramené sur le front et les tempes, en mèches raides et parallèles ou très légèrement ondulées. Ces stèles, j'insiste sur ça, sont très rigoureusement taillées à partir d'un même module, une hauteur comprise entre 75 et 80 cm, c'est pas absolument pas du hasard, une largeur entre 37 et 42 cm, donc la marge de manœuvre c'est 5 cm, et de la même manière, on retrouve cette marge de manœuvre, une épaisseur entre 17 et 22 cm. Ces éléments composent le trait d'union entre des productions que l'on pourrait attribuer à deux sculpteurs différents. Le premier, à gauche, a un style très identifiable. Vous pardonnerez la qualité assez inégale des photos que je vous présente, parce que les photos de Valentine Roger sont en cours de traitement, elles seront bien meilleures que les miennes, qui ne suis pas photographe, mais donc ces questions de détails, c'est pas toujours évident. Ce sera beaucoup mieux dans le volume du Nouvel Espère en Dieu. Alors, premier sculpteur à gauche, avec un style très identifiable, des arcades sourcilières tombantes, un nez rectiligne, une barbe lisse, des moustaches qui rejoignent le nez et qui forment un triangle et qui encadrent une bouche étroite, réduite à une très fine fente. Un autre sculpteur, à droite, qui a un style, on le voit, proche, comparable, mais nettement plus lourd. Les reliefs sont assez faibles dans la région de la bouche, ce qui donne l'impression qu'elle ne fait qu'émerger de la masse de la barbe et de la moustache. Des oreilles très marquées, parfois même décollées, on le voit avec la stèle en bas à droite. Des doigts épais, un peu gourds, ceux de la main gauche, qui sont écartés et rendus avec une certaine maladresse. Ces points communs, comme ces différences, sont importants car ils montrent une volonté de reproduction d'un modèle, mais sans doute avec des capacités moindres. Alors dans ce cas-là, si on avance encore dans l'interprétation, il serait tentant mais forcément beaucoup plus hypothétique, de voir dans le deuxième sculpteur un apprenti du premier. Dernier point sur cet atelier, les variations, je ne sais pas si ça vous a marqué, dans le champ épigraphique. Donc on a le DM du 10 Manibus qui est soit de part et d'autre de la tête, soit sur les bords de la niche. Ces variations ne vont pas forcément infirmer le rattachement de ces stèles à un même atelier, mais elles doivent être comprises comme l'intervention d'un lapicide extérieur. Et on considère d'ailleurs en général que c'est souvent le cas parce que l'écriture latine relève d'autres compétences que celles de la sculpture. Quand il s'agit d'ateliers, il est aussi important de poser la question du déplacement de l'artisan ou alors du déplacement de l'objet. C'est un problème récurrent à chaque fois qu'on travaille sur ce genre de cas. Et je prendrai un exemple autunois absolument passionnant qu'avait déjà relevé en 2010 Simone Detz, mais je crois qu'on peut aller peut-être un petit peu plus loin dans l'interprétation. Donc c'est la découverte à 50 km de distance de ces deux stèles, quasi identiques, et attribuées au même atelier, et dans cet atelier, au même sculpteur. Première stèle, exhumée au début du XXe siècle, c'est celle en bas à gauche, dans la nécropole des Bollards, à Nuit-Saint-Georges, taillée dans un grès qui n'affleure pas autour de nuit. Deuxième stèle, en haut à droite, taillée dans l'arcose locale, découverte dans la nécropole de Pont-l'Évêque en 2004. Or, on connaît bien maintenant la production du sculpteur responsable de ces deux stèles, et il réalise systématiquement donc des stèles funéraires en grès, avec le défunt en buste court, de face, et on connaît une petite dizaine de stèles qui peuvent lui être attribuées, où il y a une reproduction systématiquement, hormis les variations du sexe et des attributs, encore que les attributs restent sensiblement les mêmes. C'est les mêmes positions, c'est les mêmes rapports de proportion, c'est le même style, c'est
le même modelé, etc. Ça fait beaucoup de points communs. Et vous voyez d'ailleurs que ce sont pratiquement des copies pour ces deux stèles féminines. Ce qui va poser concrètement deux problèmes. D'une part, le fait que sur les stèles de Nuit Saint-Georges, si vous vous rappelez la diapo donc avec les stèles de la côte, les défunts sont généralement debout et rarement en buste. Très rarement. Surtout, c'est que les environs de Nuit Saint-Georges abondent en calcaire et notamment en oolite blanche, un calcaire bien plus facile à tailler, plus esthétique que l'Arcose. Alors, quel sens y a-t-il dans ce cas? Imaginez un sculpteur autunois qui serait parti à Nuit Saint-Georges avec son bloc de grès dans sa charrette pour réaliser une stèle unique et puis ensuite rentrer chez lui. Il est très probable, vu la production que j'évoquais précédemment, que ce sculpteur était basé à Autun. Si encore d'autres stèles de sa main avaient été trouvées à Nuit Saint-Georges, on aurait pu imaginer un déplacement du sculpteur. Mais ici, c'est bien une stèle unique, différente des stèles locales, qui a été transportée d'Autun au Bollard. Donc, selon toute probabilité, on aurait ici affaire à un transport de stèles plutôt qu'à un sculpteur itinérant. Mais ça ne doit pas surprendre pour autant si l'on considère l'acquéreur de la stèle funéraire dans la réflexion, ou plus généralement la famille de la défunte, en l'occurrence. Il est envisageable que les descendants de la défunte aient opéré une translation. Peut-être s'agissait-il d'emmener avec soi la stèle d'une proche, pourquoi pas dans le cadre d'un transfert des restes humains. Peut-être encore était-ce aussi une affaire de goût dans laquelle l'acquéreur de la stèle, un acquéreur nuiton peut-être, aurait préféré une production de la capitale à une stèle du marché local. Impossible d'avoir des certitudes, seulement de constater que dans ce cas précis, le déplacement de l'artisan semble peu crédible et la distance parcourue par l'objet est assez moyen dans l'ensemble de la cité éduenne. C'est un aspect que j'ai pu aborder dans ma thèse, la question des ateliers itinérants. Et là, on est à 50 km. Bon, c'est la distance moyenne. C'est pas plus de 2 jours de voyage. Ce cas exceptionnel, qui s'apparente presque à une production en série, entre guillemets, on n'est pas dans l'ère industrielle, ainsi que d'autres qui figureront dans ce nouvel Espérandieu, illustrent donc des aspects trop peu souvent abordés de la statuaire gallo-romaine. L'approvisionnement en matériaux et donc des questions d'économie antique. Le fonctionnement des ateliers, la nature de leur production, leurs habitudes, leur implication dans un marché plus large qu'on n'aurait pu le croire. La relation avec l'acquéreur et ou l'utilisateur de l'objet sculpté, qui est un véritable acteur dynamique, dont on commence à peine à percevoir les motivations. Et à cela, j'ajouterais l'importance pour les travaux futurs sur la statuaire gallo-romaine d'étudier non seulement à l'échelle d'un territoire de cité, mais d'ouvrir le plus possible, parce que même la limite d'un territoire de cité, c'est une limite qui est relativement empirique. Il n'y a pas de mur d'Adrien sur l'ensemble du tracé de la limite de cité. Les gens passent, les gens circulent, les idées, les influences, les accords marchands. Et je dirais même que le nord de la cité éduenne, globalement, ça sera dans un autre volume, il y a des proximités beaucoup plus fortes en termes stylistiques, en termes de matériaux, en termes de transfert de motifs et d'idées avec le territoire lingon et le territoire sénon qu'avec la capitale Augusto-Dunum. Donc c'est un petit peu la limite du volume qui paraîtra, c'est que ça vous donnera un aspect de la question et j'ose espérer que de manière collégiale, dans une petite dizaine d'années, on fera un grand et beau volume de la statuaire gallo-romaine. On aura enfin tous ces référentiels et on pourra faire ces liens et montrer vraiment les grandes dynamiques de l'économie de la pierre gallo-romaine. Mais bon, en attendant, non pas trop vite, un volume après l'autre, celui-ci s'inscrira pleinement dans une collection qui renouvelle profondément nos connaissances sur la statuaire gallo-romaine en l'état et sur ses acteurs, en plus de valoriser une collection lapidaire autunoise qui n'a pas à rougir de la comparaison avec les autres cités de Gaule romaine. Et je vous remercie de votre attention. Alors, merci beaucoup pour la présentation de ce travail
réalisés et à venir en cours de publication sur la sculpture et ses acteurs et les ateliers de sculpture. Avant de savoir s'il y a des questions, je vais juste nuancer un petit peu là, effectivement la présentation des stèles autunoises qui sont, alors celles qui sont conservées sont effectivement essentiellement en grès, en fait ce qu'on a dans nos collections. Comme on a pu le constater en fait en fouille, lors de la fouille de Pont-l'Évêque, on a un ensemble, malheureusement, en fait, on a un biais documentaire et on a un ensemble de stèles confectionnées en calcaire. On a du mal à appréhender le nombre, la quantité et puis même ce qu'il y avait de représenté dessus, qui ont malheureusement disparu de par les mauvaises conditions de conservation, puisque le terrain étant acide, le calcaire a été complètement dissous et ces stèles étaient présentes, on les avait suggérées à l'état de traces dans certaines structures, et donc on se doute qu'il y avait quand même un ensemble de stèles peut-être plus faciles, donc avec un matériau plus facile à sculpter, peut-être avec des détails plus fins ou d'autres représentations, et malheureusement on n'en connaît rien en fait. Voilà, c'était juste pour un petit peu, mais c'est des choses qu'on malheureusement on peut pas déterminer. Alors je ne sais pas si du coup si vous avez des questions en fait sur la sculpture. Oui, Jean-Loup, alors il y a le micro qui arrive. Merci. Oui. Pour les deux statues féminines, est-ce que vous avez envisagé l'hypothèse qu'il y ait dans l'atelier quelqu'un qui soit spécialisé dans la tête et quelqu'un qui fasse le standard des mains, parce que là c'est assez net, oui, qu'il y a vraiment une grande différence de maîtrise du travail. Alors, j'ai dû faire des choix pour cette présentation et je vous avoue que jusqu'à pratiquement hier, j'ai hésité à présenter exactement un cas comme celui que vous évoquez, où il y a un atelier autunois, c'est très très clair. Les têtes sont toujours les mêmes. Elles sont faites avec une certaine finesse, une certaine maîtrise du travail. Et on voit une stèle, alors je ne sais pas si elle est... Non, je crois que je ne l'ai pas mise. Si, c'est celle-ci. Celle-ci, elle est vraiment très intéressante parce que cette tête-là, on la retrouve près d'une dizaine de fois et c'est très servilement copié à chaque fois. C'est la même tête. Système d'ailleurs que j'ai observé à Nuits-Saint-Georges. En revanche, dans la représentation du corps, on a une grande liberté de traitement. Sur les autres stèles que j'évoquais, où il y a la même tête, au contraire, on a une reproduction très schématique, parfois même franchement malhabile des mains, où un petit peu, voilà, on a à nouveau ces doigts gourds qui semblent à peine tenir les attributs. Et c'est difficile à démontrer, bien sûr, mais l'hypothèse que je défendais, c'est qu'on avait affaire à un artisan qui représente les têtes, parce que c'est quand même un élément qui est absolument essentiel et très symbolique de la représentation funéraire, et un autre qui s'occupe du reste du corps. Ce système, j'ai d'ailleurs pu l'observer à Nuits-Saint-Georges. Ça ne va pas être très représentatif, là, je n'avais pas prévu de faire ça, mais vous voyez ici 3 stèles qui sont attribuées à un même atelier, et il existe à Beaune, au musée des Beaux-Arts, Porte Marie de Bourgogne, exactement ce très beau visage juvénile, des mêmes dimensions, ça fait 17 cm du menton au front, exactement la même chose, mais beaucoup plus finement réalisé, avec un travail sur les cheveux, sur l'expressivité, sur la profondeur du regard, mais c'est exactement le même modèle. Et là, on a affaire à une version, excusez-moi, low cost, un petit peu de ce visage qui fait un peu tête de gondole. Donc, je crois profondément qu'il y a une répartition du travail, qu'il y a, on le sait, la notion de... pas magister, mais il y a un chef, un artisan plus expérimenté, avec un disquens, un apprenti. Ça existe dans les autres corps de métier, dans l'ensemble du monde romain. Et même si on pourrait taxer cette interprétation d'anachronique, parce que là, on irait chercher sur aussi un référentiel qui serait plutôt de l'époque moderne, sur le fonctionnement des ateliers à partir de la Renaissance et autres, mais ça existe déjà dès l'époque médiévale, il y a là un fondement essentiel du travail artisanal qui est de l'ordre à la fois du conservatisme des formes
et on reproduit ce qu'on a l'habitude de faire. On a une marge d'innovation qui est très limitée, et que là, on a affaire à des ateliers qui sont souvent... C'est pas des grands ateliers romains, il n'y a pas 30 personnes, hein, c'est pas 30 esclaves qui vont travailler pour c'est pas Pistillus par exemple, hein. C'est des choses qui sont beaucoup plus petites, sans doute familiales, et il y a là, dans ces ateliers, un fonctionnement le plus basique possible, c'est-à-dire... comme Lucien de Samosate en parle dans le Songe, où il évoque le fait qu'il va être l'apprenti pendant une journée de son oncle. Ce sont des petits ateliers, ça se fait dans un cadre familial, hein. Donc il y a quelqu'un qui apprend et quelqu'un qui enseigne, et éventuellement, je le crois, une répartition de ce travail qui peut se ressentir dans les stèles et autres supports. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Bon, bah, du coup, merci beaucoup en tout cas merci pour à vous. cette présentation.